De la côte atlantique à la Méditerranée, en passant par les eaux turquoises de la Nouvelle-Calédonie, la beauté de ces paysages est incontestable et pourtant, ils sont menacés. Chaque année, 10 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent dans les mers et les océans. C'est l'équivalent d'un camion poubelle qui se décharge toutes les minutes. Mais la situation n'est pas irréversible. À Marseille, 150 associations œuvrent ensemble pour lutter activement contre la pollution plastique. François Alexandre navigue le long des côtes et cartographie les zones polluées. Quand je vois de la pollution sous-marine, de la pollution en général qui flotte, etc., ça me brise le cœur. La Méditerranée, contrairement à beaucoup de choses que l'on peut entendre, elle n'est pas morte, elle n'est pas condamnée à disparaître. Les informations qu'il collecte permettent aux plongeurs bénévoles d'intervenir, de nettoyer les fonds marins. Ici, au large des Calanques, des bouteilles plastiques, des pneus, retrouvés au milieu des herbes et des algues. Mais certains déchets sont impossibles à récupérer. Voici la découverte faite par un robot sous-marin en Méditerranée, à plus de 2000 mètres sous le niveau de la mer. Ces plastiques, ils vont se décomposer assez rapidement. Donc ils vont devenir assez rapidement des microplastiques. Et par la suite, ils vont devenir des nanoplastiques. Donc c'est des particules microscopiques qu'on ne peut plus récupérer. Les poissons et toute la biodiversité marine, ils ingèrent du plastique. Il faut donc à tout prix récupérer ces détritus avant qu'ils ne dérivent dans la mer. Toutes les initiatives sont bonnes. Chaque semaine, par exemple, ces Marseillais arpentent le littoral, armés de pinces et de sacs poubelles. Les caleçons. On se demande ce que les gens y font, vraiment. Voilà, non recyclable. Quand il s'agit des petits déchets, c'est beaucoup plus minutieux. Il faudrait avoir des tamis et passer la journée en fait à tamiser les cailloux, le sable et pouvoir ramasser tous ces micro-déchets. Dans le vieux port de Marseille, nous embarquons sur un bateau atypique. Emballages, mégots de cigarettes sont aspirés à l'intérieur. Je vais mettre un point fixe, je me suis éloigné. On va pouvoir déployer. Voilà, ça nous fait une surface de ratissage qui est beaucoup plus importante. Cette embarcation peut ramasser 4 mètres cubes de déchets, l'équivalent d'une petite camionnette. Les déchets sont interceptés d'abord par un panier avec une maille qui fait globalement 2 cm sur 2 cm. Et puis derrière ce panier, on a un filet aussi avec une maille beaucoup plus fine qui nous permet notamment de récupérer les microplastiques. Ce prototype a coûté 200 000 €. Il faudrait, pour être vraiment efficace, multiplier ce type de bateau. C'est en remontant l'un des fleuves depuis Marseille que nous trouvons la solution pour stopper définitivement la pollution plastique dans les mers. Ce simple filet, installé par les équipes de Stéphane il y a 6 mois. Il va laisser passer l'eau, mais retenir tous les déchets. Et donc là, quand on regarde à l'intérieur, on va constater la présence de plastique, de bouteilles, d'objets du quotidien. C'est vraiment extrêmement efficace. C'est une arme qui permet vraiment de contrôler cette pollution à très grande échelle. L'entreprise a identifié 300 000 sites en France à équiper de filets. Marseille fait figure de pionnière. Les mers et les océans sont aussi menacés par une autre pollution, moins perceptible au premier regard, mais tout aussi néfaste et difficile à nettoyer, celle des hydrocarbures, en partie déversés par les navires au large. Et la situation est devenue préoccupante avec l'essor du trafic maritime, plus 174% en 30 ans, et la taille des porte-conteneurs a été multipliée par 3. Alors comment faire en sorte de réduire cette pollution et de permettre aux navires de consommer moins? Eh bien, une partie de la réponse viendra très certainement de navigateurs et de chercheurs bretons et de cette bouée. 4000 bouées du programme Argo dérivent dans les océans du monde entier. Les renseignements qu'elles collectent sont précieux. Ils vont transmettre leurs données par satellite avec cette antenne satellite. Et donc, des données sont reçues dans des centres de données à terre. Ces informations et des milliards d'autres données météorologiques sont traitées chaque jour dans ce supercalculateur. On dirait environ 5000 ordinateurs classiques
mais surtout de 30 000 ordinateurs en termes de stockage. L'objectif pour cette start-up bretonne est d'obtenir des prévisions météo extrêmement fiables à long terme, ce qui permettra aux navires de définir précisément la route maritime à emprunter et la vitesse à laquelle naviguer. Prenons un cas concret. On a un bateau, un convoi exceptionnel des mers avec un gros chargement. Il va être limité en taille de vague. Il y a beaucoup de tempêtes. Et il ne faut pas qu'il ait des vagues de plus de 3,50 m. Donc on va essayer de le faire partir aujourd'hui. On va regarder. Mais on voit dans la simulation que rapidement, il va y avoir dès qu'il va sortir du goulet, il y aura 4,50 m, 5 mètres de vague. Finalement, on va trouver une fenêtre probablement dans 3 jours. Donc on va le suivre. Et puis on va lui dire attention, là, ouais, ça s'est plutôt amélioré. Là, ça s'est plutôt dégradé. En optimisant ainsi les itinéraires, les navires peuvent économiser jusqu'à 8% de carburant sur chaque trajet. C'est comme sur l'autoroute en voiture, si vous roulez un coup à 150 et un coup à 110, vous consommez beaucoup plus que si vous roulez tout le temps à 130. Donc c'est économique et écologique. Économique et écologique, voilà. Les compagnies de transport utilisent aussi de plus en plus d'autres carburants moins polluants comme le gaz naturel liquéfié. C'est la combinaison de toutes ces initiatives, petites ou grandes, qui permettra de préserver les mers de demain et d'éviter qu'il y ait plus de plastique, de pollution, que de poissons dans les océans.